Votre laboratoire au sous-sol est une poubelle. Mon père a ricané, sa voix transperçant violemment le tintement délicat de l'argenterie fine et du cristal. Un petit passe-temps pathétique. Nous allons le mettre à la ferraille. Il ne s'est pas contenté de prononcer ces mots. Il les a crachés, comme si mon existence même était une insulte à son héritage. Avant même que je puisse assimiler la pure malveillance de son ton, il a claqué un document légal épais, fortement relié, sur la table à manger antique en acajou. C'était l'acte de propriété de l'entrepôt numéro 4. Il a pris son stylo plume en or massif, celui-là même qu'il utilisait uniquement pour finaliser les rachats hostiles d'entreprise. Puis, il a apposé sa signature en bas de page, d'un geste ample. Il vendait le travail de ma vie pour des pièces de ferraille. Il effaçait 5 années de mon sang, de ma sueur et de mon dévouement absolu, d'un seul trait d'encre. Juste au moment où l'encre séchait sur sa signature malveillante, le téléphone posé face cachée sur ma cuisse s'est allumé. L'écran a clignoté avec une notification urgente de mail du Bureau fédéral des brevets. Elle a été immédiatement suivie d'un message texte de mon courtier indépendant. Les mots m'ont brûlé la rétine. Brevet du cœur quantique sécurisé. Les offres initiales s'ouvrent à 8,5 milliards de dollars. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, un rythme sauvage et erratique. La colère, qui couvait dans mes veines depuis 3 décennies, s'est soudainement cristallisée en une clarté glaciale et pure. J'ai levé les yeux vers l'homme qui venait d'essayer de me détruire. J'ai laissé échapper un rire lent et sombre qui a fait tomber la pièce dans un silence complet. À propos de cet acte, ai-je commencé. Mais pour vraiment comprendre l'ampleur de la bombe que j'étais sur le point de larguer sur cette famille toxique, il faut comprendre comment nous nous sommes retrouvés assis autour de cette table à manger étouffante. Il faut voir les années d'abus silencieux qui ont bâti les fondations de ma vengeance. Le manoir de la famille Ashford, dans la Silicon Valley, était un monument imposant au succès superficiel et à la faillite émotionnelle. Tout y était bruyant, d'un prix exorbitant et complètement dépourvu de chaleur humaine. Ce soir était notre dîner familial obligatoire du dimanche. Mon père, Arlon, était assis en bout de table, fumant un cigare cubain qui sentait l'argent brûlé et l'arrogance débridée. C'était un homme qui croyait que sa valeur nette dictait sa valeur humaine. Et, selon ses froids calculs, tous les autres dans le monde étaient pratiquement en faillite. Il dirigeait Ashford Industries, non pas comme une entreprise technologique, mais comme un royaume féodal. À ma gauche était assise ma mère, Marie. Elle était parée de ses perles habituelles, arborant un sourire forcé, très travaillé, qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Elle était la grande facilitatrice de la famille. C'était le genre de femme qui préférerait voir son plus jeune fils écorché vif émotionnellement plutôt que de provoquer la moindre ride dans son parfait style de vie de club de golf. Toute son existence était dédiée au maintien de l'illusion d'une famille sans faille. Et puis, il y avait Sterling, mon frère aîné, l'enfant prodige. Il était assis juste en face de moi, dans un costume Armani sur mesure qui coûtait plus cher que la plupart des voitures des gens, faisant tournoyer un verre de Bordeaux millésimé. Il ressemblait exactement à un homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Parce qu'il n'avait jamais. J'étais assis à l'extrémité de la table, solidement planté dans l'angle mort désigné. Je portais une chemise grise bon marché que j'avais sortie du sèche-linge 3 heures plus tôt. Si vous regardiez attentivement mes mains posées sur la table, vous pouviez voir la peau rugueuse et calleuse. Le bout de mes pouces et de mes index était parsemé de cicatrices de brûlures pâles et brillantes, souvenirs d'innombrables nuits agonisantes passées à tenir un fer à souder, fusionnant méticuleusement des circuits microscopiques. Ces mains racontaient l'histoire d'un homme qui construisait réellement des choses. Les mains de Sterling, parfaitement manucurées, douces et parfumées de lotion, racontaient l'histoire d'un homme qui ne faisait que prendre. Arlon a exhalé un épais nuage de fumée bleue, suffocant, à travers la table. Il a tapoté l'acte qu'il venait de jeter. J'ai vendu l'entrepôt numéro 4 cet après-midi, a-t-il annoncé nonchalamment, comme s'il parlait du doux climat californien. Une entreprise de recyclage de déchets électroniques a acheté la propriété et tout ce qu'elle contenait pour $1 million. Ils vont la vider demain matin. L'entrepôt numéro 4 n'était pas juste un bâtiment. C'était un entrepôt de stockage abandonné et fuyant, situé à la périphérie industrielle de la ville, qui appartenait au portefeuille d'entreprise Maxwell. Il y a 5 ans, je l'avais supplié de me donner un petit espace pour mener mes recherches sur le matériel quantique. Il m'avait donné le sous-sol humide et moisi de l'entrepôt numéro 4, supposant que j'abandonnerais après une semaine.
Il pensait que je reviendrais le supplier pour un poste de bureau de bas niveau. Je n'ai pas abandonné. J'ai passé 5 ans là-bas, dans cette obscurité misérable, respirant la poussière de béton et mangeant des nouilles instantanées, à construire le premier cœur de traitement quantique stable au monde. C'était un miracle technologique construit dans un cimetière. Et maintenant, il avait vendu le bâtiment, et par extension le contenu de mon laboratoire, à une entreprise qui écrasait de vieux ordinateurs pour en faire de la ferraille. Il jetait l'avenir de l'informatique mondiale pour $1 million de monnaie de poche. Je suis resté parfaitement immobile. Le silence dans la salle à manger était assourdissant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste fixé l'acte. Sterling a ricané doucement, coupant dans son steak saignant. Marie a détourné le regard, soudain très intéressée par le centre de table floral. Arlon a bu une gorgée suffisante de son Bordeaux, pensant qu'il venait d'anéantir ma carrière et de me remettre à ma place. Mais il n'avait aucune idée que ce qu'il venait de signer était la seule clé empêchant son empire de s'effondrer en poussière. Assis à cette table extravagante, regardant le visage suffisant et intensément frappant de Sterling, mon esprit m'a ramené au musée des souvenirs douloureux que j'avais accumulés au cours de ma vie. Quand vous êtes l'enfant invisible, vous ne subissez pas seulement une grande trahison cinématographique. Vous subissez 1000 petites coupures agonisantes chaque jour, jusqu'à ce que votre peau devienne du cuir épais. Vous apprenez à vous attendre à la déception. Vous apprenez que vos victoires seront minimisées et que le moindre effort de vos frères et sœurs sera célébré avec des parades. Je me souvenais clairement d'avoir 15 ans. J'avais passé 6 mois éreintants à récupérer des pièces d'anciennes radios, de tondeuses à gazon cassées et d'ordinateurs mis au rebut, pour construire un bras robotique entièrement autonome. Je m'étais appris à coder l'IA rudimentaire qui le contrôlait. Je l'ai inscrit à la foire scientifique de l'État et, face à des enfants d'école privée lourdement financés, j'ai remporté la première place. J'étais si incroyablement fier. J'ai ramené le lourd trophée en laiton et le robot à la maison, les plaçant soigneusement sur l'îlot de cuisine en marbre, attendant le retour de mes parents. Sterling, qui avait 19 ans à l'époque et qui était en train d'échouer sa première année d'université très coûteuse, est entré dans la cuisine. Il a jeté un coup d'œil à mon robot, a regardé le trophée de première place, et son visage s'est tordu de pure jalousie. Sans un mot, il a pris une lourde poêle en fonte de la cuisinière et a écrasé à plusieurs reprises mon invention en des dizaines de morceaux déchiquetés et sans valeur. J'ai regardé le câblage complexe que j'avais passé des mois à souder être réduit en plastique écrasé et en métal tordu. J'ai crié. J'ai pleuré. J'ai exigé justice. Ma mère, Marie, s'est précipitée dans la pièce. Elle a évalué la situation, a enjambé ma création brisée et est immédiatement allée réconforter Sterling. Ton frère est juste sous beaucoup de pression avec ses examens universitaires. Everett, avait-elle dit, sa voix dégoulinant de fausse sympathie et d'irritation, ne laisse pas tes petits jouets traîner là où ils pourraient le faire trébucher. Tu dois arrêter d'être si égoïste. Égoïste. C'était le mot qu'ils utilisaient constamment chaque fois que j'osais prendre de la place ou exiger un respect élémentaire. Quand Sterling a fini par abandonner complètement l'université, Arlon ne l'a pas coupé les vivres ni forcé à trouver un emploi. Au lieu de cela, il a acheté à Sterling un appartement de luxe en centre-ville et lui a remis un titre fictif chez Ashford Industries, directeur des projets spéciaux. Cela s'accompagnait d'un salaire massif à 6 chiffres pour un gars qui ne pouvait même pas formater correctement un document PDF. Quand j'ai obtenu mon diplôme du Massachusetts Institute of Technology en tant que major de promotion, avec une double spécialisation en physique avancée et en ingénierie informatique, mes parents n'ont même pas pris la peine d'assister à la cérémonie. Ils étaient en voyage de golf tranquille à Aspen. J'ai payé mes propres frais de scolarité en travaillant des quarts de nuit éreintant dans une ferme de serveurs commerciaux, réparant des unités de refroidissement à 3 heures du matin. Quand j'ai finalement demandé à Arlon un poste d'ingénieur d'entrée de gamme dans l'entreprise familiale, il m'a ri au visage. Il m'a dit que je manquais de vision d'entreprise. Il m'a dit que je pouvais avoir le sous-sol abandonné de l'entrepôt numéro 4 pour jouer avec mes théories de nerd, tant que je restais complètement hors du chemin de Sterling. Et la voie de Sterling était un chemin de destruction pur et simple. C'était un parasite se promenant en costume de créateur. En tant que directeur des projets spéciaux, tout son travail consistait à planer au-dessus de personnes brillantes et travailleuses, attendant qu'elles innovent, puis leur volant le mérite. Je savais tout de la Dr Voss. C'était l'une des chercheuses en intelligence artificielle les plus brillantes de la côte ouest. Il y a 3 ans, elle a développé un algorithme prédictif qui aurait pu, à lui seul,
sauver la division logicielle défaillante de l'entreprise. Sterling a pris ces données brutes, y a apposé un nouveau titre, a mis son nom sur la page de couverture et l'a présenté au conseil d'administration comme sa propre idée géniale de dernière minute. Quand la Dr Voss l'a découvert, elle a déposé une plainte formelle auprès des ressources humaines, accompagnée d'une montagne de preuves numériques, d'horodatage et de code original. Arlon n'a même pas regardé les preuves. Il l'a licenciée le lendemain matin pour insubordination grave et a utilisé ses relations industrielles pour la mettre sur liste noire dans toute la Silicon Valley. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Marie a envoyé à la Dr Voss un panier de fruits bon marché avec une note passive-agressive, disant qu'elle espérait qu'elle trouverait la paix dans sa prochaine carrière. Voilà ma famille, un syndicat de voleurs bien habillés prétendant être des innovateurs. J'étais assis là, regardant Sterling essuyer une goutte de vin coûteux de sa lèvre, agissant comme le roi incontesté du château. Il dirigeait actuellement une initiative massive de plusieurs millions de dollars qu'il avait baptisée « Multiverse AI ». Ce n'était qu'une suite de mots à la mode de la tech, qui ne voulaient absolument rien dire. Il n'avait ni produit, ni code sous-jacent, ni feuille de route viable. Mais il avait le chéquier inépuisable et sans question de Arlon. J'avais passé toute ma vie à me minimiser pour m'assurer que l'ego fragile et gonflé de Sterling ne se brise pas. J'avais appris à cacher ma brillance, à parler doucement, à ravaler la rage qui brûlait comme de l'acide de batterie au fond de ma gorge. Je suis devenu le fantôme hantant le sous-sol de l'entrepôt numéro 4. Je pensais pouvoir simplement baisser la tête, construire mon cœur quantique et finalement leur échapper pour toujours. Mais je me suis trompé. Un parasite n'est satisfait que lorsque l'hôte est complètement mort. Sterling ne voulait pas seulement les projecteurs. Il voulait s'assurer que je sois piégé en permanence dans l'obscurité. Mais il y avait une personne qui m'avait prévenu de ce moment précis. L'Empire Ashford n'avait pas toujours été un repère de vautours d'entreprise et de costumes vides. Bien avant que Arlon n'hérite du fauteuil de PDG et ne transforme l'entreprise en une machine toxique et anéantissante, elle avait été construite par mon grand-père, Franklin. Grand-père Franklin était un vrai ingénieur. C'était un homme qui sentait en permanence l'huile de machine, l'ozone et la sueur de bois. C'était un homme qui avait construit sa première carte de circuit révolutionnaire dans un garage gelé pendant l'hiver. Il comprenait que la véritable innovation venait d'une obsession implacable et de nuits tardives, non pas des politiques de salles de conseil et des budgets marketing. Alors que je fixais l'acte de propriété sur la table, mon esprit est revenu 10 ans en arrière, précisément. J'avais 20 ans, assis dans une chambre d'hôpital stérile et d'une clarté douloureuse, écoutant le bip rythmique et déprimant du moniteur cardiaque de mon grand-père. Arlon et Marie se tenaient dehors, dans le couloir, se disputant bruyamment avec l'administration de l'hôpital au sujet du coût quotidien de la suite privée. Sterling était assis dans un coin de la chambre d'hôpital, jouant bruyamment à un jeu mobile sur son téléphone, le volume à fond, ignorant complètement l'homme mourant dans le lit, à quelques mètres de là. Grand-père Franklin s'est déplacé sous les couvertures minces. Il a tendu une main frêle et tremblante, couverte de taches de vieillesse, et a attrapé mon poignet. Sa prise était étonnamment forte, désespérée. Il m'a attiré près de lui, jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle. Sa voix était un murmure rauque et douloureux. « Everett » a-t-il soufflé, ses yeux se fixant sur les miens avec une clarté intense et soudaine, « ton père est un idiot. Il ne voit que l'éclat de la pomme, pas la pourriture à l'intérieur. Il va donner les clés à ton frère, et ensemble, ils vont précipiter cette entreprise dans le ravin. » J'ai essayé de lui dire de se reposer pour économiser ses forces, mais il ne m'a pas lâché. Avec son autre main, il a tâtonné sous son oreiller et a sorti une petite clé en laiton, lourde. Il l'a glissée dans ma paume et a refermé mes doigts dessus de force. J'ai mis en place un fonds fiduciaire indépendant, a-t-il chuchoté, toussant faiblement. Il est entièrement séparé du patrimoine de l'entreprise. Ton père n'en sait rien. Ses avocats n'en savent rien. Il est administré par un fiduciaire indépendant et il se débloque automatiquement le jour de tes 25 ans. Ne les laisse pas emprisonner ton esprit, mon garçon. Ne laisse pas ton père te transformer en un costume vide. Construis l'avenir. Il est mort 2 jours plus tard, et j'ai gardé ce secret enfoui au fond de ma poitrine, lourdement gardé. Quand j'ai finalement eu 25 ans, le fonds s'est débloqué exactement comme il l'avait promis. C'était une somme d'argent stupéfiante, assez pour vivre confortablement sur une plage pour le reste de ma vie. Mais je n'ai pas acheté de voiture de sport, et je n'ai pas acheté de manoir. J'ai utilisé chaque centime pour acheter les composants de matériel quantique les plus avancés disponibles,
via des fournisseurs privés spécialisés, des courtiers de recherche agréés et des vendeurs d'excédents du marché gris. Je les ai expédiés sous de faux noms d'entreprise à une boîte postale sécurisée. Pendant 5 longues années, je les ai lentement, méticuleusement, introduits clandestinement dans le sous-sol de l'entrepôt numéro 4, pièce par pièce. Pendant 5 longues années, Arlon a cru que j'étais là-bas, à jouer avec des cartes de circuits imprimés bon marché, à gâcher ma vie sur des théories sans avenir. Il n'avait absolument aucune idée que j'étais assis sur une mine d'or privée, construisant une machine pour laquelle les superpuissances mondiales se feraient la guerre. Mais la véritable crise, le catalyseur final qui m'a poussé à bout et a mis en marche tout ce complot de vengeance, s'est produite il y a tout juste un mois. Le faux projet d'IA multiverse de Sterling saignait violemment de l'argent. Il avait englouti tout son budget annuel en fêtes marketing somptueuses, en retraites exécutives ridicules aux Bahamas et en campagne de RP massive, ne produisant aucune technologie réelle. Il était en grande difficulté. Il avait besoin de 10 millions de dollars immédiatement pour brouiller les pistes avant la réunion trimestrielle du Conseil. Arlon, désespéré de protéger son enfant prodige de l'examen minutieux du Conseil, a cherché frénétiquement n'importe où, n'importe quel moyen de réduire les coûts de l'entreprise. Il a trouvé mon laboratoire. Il n'a même pas eu la décence de m'appeler dans son bureau. Il a juste envoyé un email de 2 phrases au service de gestion des installations. En un seul après-midi, Arlon a unilatéralement réduit le réseau électrique de l'entrepôt numéro 4 de 80%. Il a réduit mon budget de maintenance des serveurs à zéro absolu. J'étais en plein milieu d'une simulation d'intrication quantique très délicate. Quand l'alimentation principale a soudainement chuté, les systèmes de refroidissement sont instantanément tombés en panne. La température dans le sous-sol a grimpé à des niveaux dangereux. Les alarmes ont retenti. J'ai dû arrêter manuellement le cœur, me brûlant physiquement les mains sur le boîtier surchauffé. Essayant désespérément de sauver les états quantiques fragiles de l'effondrement et d'éviter de griller 5 années de travail acharné, j'ai fait irruption dans le bureau de Arlon ce jour-là. Mes mains, couvertes d'ampoules, enveloppées de gaz, tremblaient d'une fureur incontrôlable. J'ai exigé qu'il rétablisse le courant. Marie était assise sur son canapé en cuir. Elle a regardé mes mains bandées avec un dégoût absolu. « Everett, arrête d'être si dramatique », m'a-t-elle réprimandé. « Ton frère fait un travail vraiment important. Tu n'es qu'un fardeau ingrat. » Arlon n'a même pas levé les yeux de son écran d'ordinateur. « Le budget est définitif », a-t-il grogné. « Sois reconnaissant de te laisser rester dans ce bâtiment. » Je suis resté là, réalisant qu'il me laisserait volontiers brûler vif pour garder Sterling au chaud. Il pensait que couper le courant m'arrêterait. Il ne savait pas que mon cœur quantique fonctionnait depuis 3 semaines sur un module d'alimentation indépendant en boucle fermée, avec une capacité de réserve suffisante pour maintenir le système stable. Et j'avais discrètement préparé leur arrêt de mort. Le jour où ils ont coupé mon électricité et failli détruire mon cœur, j'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement réussir. Je devais m'assurer absolument qu'ils ne pourraient pas voler mon succès une fois que je l'aurais atteint. Ma famille fonctionnait comme un cartel mafieux en matière de propriété intellectuelle. J'avais besoin d'une défense en béton, une forteresse de pièges légaux et techniques que les avocats d'entreprises chers et impitoyables de Arlon ne pourraient pas pénétrer. Alors, j'ai passé un coup de fil à la seule personne en qui j'avais confiance en dehors des murs humides de ce sous-sol. Reed et moi avions été colocataires à l'université. Pendant que je m'enfonçais dans les complexités de la physique quantique et des mathématiques avancées, il détruisait systématiquement la courbe de notation dans chaque cours de droit des sociétés qu'il suivait. Il était maintenant associé principal dans un cabinet d'avocats boutique, hyper agressif, spécialisé dans la propriété intellectuelle et la guerre d'entreprise. Reed était brillant, impitoyable et, par-dessus tout, il méprisait les tyrans. Je l'ai rencontré tard dans la nuit dans un restaurant miteux et faiblement éclairé, de l'autre côté de la ville, loin des restaurants polis que ma famille fréquentait. J'ai apporté mon ordinateur portable, les deadlines fortement cryptés et je lui ai montré les données brutes de simulation du cœur. Reed a fixé l'écran, son café de restaurant bon marché gelé à mi-chemin de sa bouche. La lumière néon de l'extérieur se reflétait dans ses yeux écarquillés. « Everett » a-t-il chuchoté, fixant les chiffres de traitement impossible défilant sur le terminal. « Si c'est réel, ce n'est pas juste un brevet. C'est un changement de paradigme mondial complet. Cela rend chaque norme de chiffrement militaire actuelle sur la planète complètement obsolète. En environ 3 secondes, tu es assis sur une bombe nucléaire. Je sais,
ai-je dit doucement, en serrant mes mains cicatrisées autour de la tasse en céramique chaude. Et mon père possède légalement le bâtiment où il se trouve. Il paie les services publics de base, même s'il vient de les couper, en vertu des accords d'emploi d'entreprise standards. Dès que cela deviendra public, il tentera de prétendre qu'Ashford Industries possède la propriété intellectuelle, car elle a été développée sur la propriété de l'entreprise en utilisant l'électricité de l'entreprise. Reed a posé sa tasse lourdement sur la table. Un sourire lent et prédateur s'est dessiné sur son visage. Pas si nous construisons un labyrinthe qu'il ne peut pas naviguer. Avez-vous utilisé des fonds de l'entreprise pour les composants physiques réels ou les serveurs? Pas un seul centime, ai-je confirmé, en sortant une pile de relevés bancaires. Tout a été acheté via le fonds fiduciaire aveugle de grand-père Franklin. J'ai utilisé des comptes bancaires entièrement séparés, des adresses de livraison séparées et des fournisseurs tiers. L'entreprise n'a fourni qu'un sol en béton et une ampoule vacillante. Parfait, a dit Reed, en sortant un bloc-notes juridique et en cliquant sur son stylo. Premièrement, nous établissons une série de sociétés à vocation spéciale dans le Delaware. Nous transférons les fonds fiduciaires restants par leur intermédiaire pour séparer les actifs financés indépendamment, préserver la confidentialité et maintenir une chaîne de propriété propre. Ensuite, nous déposons les brevets. Non pas un, mais 12 brevets distincts et interconnectés, couvrant chaque aspect du cœur quantique, du mécanisme de refroidissement cryogénique aux portes logiques algorithmiques. Nous les déposons sous votre nom, en utilisant l'adresse sécurisée de mon cabinet comme votre résidence officielle. Ashford Industries n'apparaîtra nulle part sur les documents. Au moment où ses avocats le comprendront, les brevets seront mondialement reconnus. Pendant les 3 semaines suivantes, nous avons travaillé comme des démons dans l'ombre. Reed a rédigé d'innombrables protections juridiques, et j'ai finalisé les plans techniques. Mais il me manquait une pièce cruciale du puzzle. J'avais besoin de quelqu'un pour vérifier indépendamment la sortie de traitement, sans alerter l'industrie. Si je portais cela à une grande entreprise technologique pour validation, des rumeurs fuiraient. J'ai retrouvé la docteure Aira Voss, la brillante chercheuse en IA que Sterling avait complètement détruite. Elle occupait un emploi de consultante misérable et mal payée, entièrement mise sur liste noire des grands pôles technologiques à cause de l'influence vindicative de Harlon. Je l'ai rencontrée dans un parc public un mardi pluvieux. Je lui ai remis un disque dur sécurisé et hors ligne, contenant un minuscule fragment de mon algorithme, et je lui ai demandé de le faire fonctionner contre ses modèles d'IA les plus complexes et insolubles. Elle m'a appelé 12 heures plus tard, sanglotant de manière incontrôlable. Ça l'a résolu, a-t-elle pleuré au téléphone, sa voix brisée par l'émotion pure. Une équation qu'un superordinateur traditionnel aurait mis 10 000 ans à résoudre. Votre algorithme l'a résolu en 4 minutes. Everett, c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie, c'est des maths, lui ai-je dit, ressentant une vague de triomphe. Et quand cela deviendra public, j'aurai besoin d'un nouveau chef de l'innovation pour remplacer mon frère inutile. Est-ce vous? Elle n'a même pas hésité, ses larmes se transformant en une détermination farouche. Je vais vous aider à réduire son faux empire en cendres. Avec la docteure Voss vérifiant les données et Reed gérant les dépôts, les 12 demandes de brevets avaient sécurisé leur date de priorité. Les revendications principales avaient reçu des avis d'autorisation accélérés. Le registre de propriété indiquait mon nom et ma société holding privée, et nulle part ailleurs. Mais posséder la technologie ne suffisait pas. Je voulais donner à mon père une leçon douloureuse et inoubliable sur le vol d'entreprise. Je voulais m'assurer que, lorsqu'il tenterait finalement de prendre ce qui était à moi, il me remettrait accidentellement les clés de tout son royaume. Le filet était jeté. L'arme était entièrement chargée. Tout ce dont j'avais besoin, c'était que Harlon tombe dans le piège, et il s'est porté volontaire pour cela avec une stupidité incroyable. Pour vraiment comprendre l'ampleur du piège que j'ai tendu, il faut comprendre l'arrogance aveuglante d'un PDG narcissique. Les hommes comme Harlon ne croient pas que les règles s'appliquent à eux, ce qui les rend incroyablement faciles à manipuler si vous savez exactement où se trouvent leurs angles morts. Il y a 6 mois, Harlon m'avait brusquement convoqué dans son immense bureau au mur de verre, au dernier étage. Sans un mot de salutation, il a jeté une pile massive de documents légaux, facilement épaisse de 300 pages, sur mes genoux. C'était un contrat de restructuration d'entreprise complet. J'ai besoin que tu rédiges les définitions techniques pour ces nouvelles clauses d'emploi, avait aboyé Harlon, sans même détourner le regard de son magazine de golf. Sterling dit, nos chercheurs seniors deviennent paresseux et exigent beaucoup trop de capitaux propres pour leurs anciens brevets.
Nous réécrivons complètement la charte de l'entreprise. À partir de maintenant, toute propriété intellectuelle créée par un employé, un entrepreneur ou un membre de la famille affiliée à Ashford Industries appartient exclusivement au conseil d'administration. Point. Rédige le jargon technique pour qu'il tienne devant les tribunaux et rapporte le mois avant vendredi. Il me demandait en gros d'écrire les chaînes légales qui permettraient à Sterling de voler légalement les scientifiques sans aucune crainte de poursuite. Il voulait que je codifie leur corruption. J'ai ramené les documents massifs à mon sous-sol. J'étais assis dans la lumière tamisée, écoutant le léger ronronnement de mes serveurs, et j'ai senti une rage froide et calculée m'envahir. Arlon était si incroyablement paresseux qu'il comptait sur moi pour faire le gros du travail, confiant que j'étais trop faible, trop soumis et trop effrayé pour jamais riposter. Il supposait que je suivrais aveuglément ses ordres comme un bon petit chien. J'ai pris mon téléphone secondaire et j'ai appelé Reed. Nous avons passé 3 jours à réécrire entièrement le contrat de restructuration. Nous avons donné à Arlon exactement ce qu'il avait demandé, des clauses brutales et en béton armé qui retiraient le pouvoir à l'employé moyen et le consolidaient au sommet. Mais au plus profond du document, enfoui sous des centaines de pages de jargon juridique assommant, de précédents obscurs et de spécifications techniques incroyablement denses, nous avons planté une mine terrestre massive. Elle était située à la page 47, paragraphe 3. Dans la guerre d'entreprise, nous l'appelions la pilule empoisonnée. La clause nouvellement insérée se lisait exactement comme ceci, dans l'éventualité où le directeur général, ou tout membre actif du conseil d'administration, tenterait d'exproprier intentionnellement, d'acquérir de force ou de vendre illégalement la propriété intellectuelle privée d'un membre direct de la famille, financée par des capitaux indépendants non corporatifs, une telle action sera considérée comme une violation catastrophique du devoir fiduciaire. Des confirmations documentées de cette violation, une procuration de vote conditionnel et un instrument de transfert d'actions, précédemment exécutés et détenus en séquestre, deviendront immédiatement exerçables, accordant à la victime le contrôle de 51% des actions de vote exécutives, sous réserve de la ratification formelle du Conseil et de toute déclaration réglementaire requise. C'était un piège magnifique, dévastateur et juridiquement contraignant. Si Arlon essayait de voler mon travail, la procuration de vote en séquestre s'activerait et me donnerait le pouvoir de vote de contrôle avant qu'il ne puisse enterrer le litige dans les poursuites. J'ai imprimé le document massif, je l'ai glissé dans un classeur en cuir de première qualité et je l'ai remis à Arlon un vendredi après-midi. Il portait ses vêtements de golf, se pressant clairement de quitter le bureau pour un voyage de week-end. J'étais debout dans son bureau, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il allait me briser les côtes. Je l'ai regardé pointer le pistolet chargé sur sa propre tête. La nouvelle charte est complète, lui ai-je dit, luttant pour garder ma voix parfaitement plate et soumise. Elle couvre tous les transferts de propriété intellectuelle, exactement comme Sterling le voulait. Vous devriez probablement faire examiner les petits caractères par le service juridique avant de la signer. Arlon a ricané bruyamment, agitant sa main vers moi d'un geste dédaigneux. Mes avocats facturent $800 de l'heure. Everett, je ne les paie pas pour lire tes manuels techniques ennuyeux. Je t'ai dit quoi écrire. Je suppose que tu n'as pas tout gâché. J'ai un rendez-vous pour le thé dans 40 minutes. Sans lire une seule page, sans même jeter un coup d'œil à l'index, Arlon a saisi son stylo plume en or préféré et a signé le bas du contrat cadre, promulguant officiellement la nouvelle charte d'entreprise dans le droit des sociétés. Je suis sorti de son bureau ce jour-là, me sentant comme un fantôme qui venait d'apprendre à hanter les vivants. Il avait signé son propre arrêt de mort parce qu'il croyait fermement qu'il était intouchable. Il croyait que j'étais complètement insignifiant à ses yeux. Un narcissique ne lit jamais les petits caractères parce qu'il pense que les règles ne s'appliquent tout simplement pas à lui. Il pense être la personne la plus intelligente de chaque pièce, jusqu'au moment précis où le sol s'effondre sous leurs pieds. Ce contrat a reposé dans le coffre-fort de l'entreprise pendant 6 mois, comme un serpent venimeux attendant le moment parfait pour se réveiller et frapper. Et ce soir, à cette table, Arlon vient de le réveiller. La fumée du cigare de Arlon planait lourdement dans l'air de la salle à manger, épaisse, âcre et suffocante. La réalité de ce qu'il venait de faire s'installait lentement sur la table en acajou. Il avait légalement vendu mon laboratoire à une ferraille pour $1 million. Pourquoi, ai-je demandé, gardant ma voix dangereusement calme, refusant de leur donner la satisfaction de me voir craquer. Pourquoi vendre l'entrepôt numéro 4 ? Arlon a fait tournoyer son vin coûteux, l'air incroyablement ennuyé par la conversation. Sterling a besoin d'un nouveau centre de relations publiques moderne pour le lancement de l'IA Multiverse.
Nous avons besoin d'une installation de pointe pour accueillir nos principaux investisseurs le trimestre prochain. La propriété de l'entrepôt se trouve dans un district de zonage de premier ordre. Nous débarrassons tes affaires, démolissons le bâtiment délabré et commençons la construction du nouveau centre le mois prochain. C'est de l'économie simple, Everett. Sterling s'est penché en avant, posant ses coudes dans son costume sur mesure sur la table. Un sourire arrogant, invitant à la frappe, plaqué sur son visage. « Écoute, petit frère », a-t-il dit d'un ton condescendant, coupant son steak. « Tes théories quantiques sont mignonnes, vraiment. C'est un joli petit passe-temps de science-fiction pour toi, mais ça ne rapporte pas d'argent réel. Les affaires, c'est de suivre la tendance. L'IA est l'avenir. Nous avons besoin d'immobilier de premier ordre, pas d'un sous-sol qui fuit, plein de fils poussiéreux et de rêves brisés. » J'ai regardé Sterling avec un dégoût pur et non filtré. Un homme qui ne pouvait pas expliquer la différence fondamentale entre une micropuce et une chips me faisait la leçon sur l'avenir de la technologie mondiale. Marie a interjeté, posant une main parfaitement manucurée sur sa poitrine, dans un geste de fausse sympathie. « C'est vraiment pour ton bien, Everett. Tu passes beaucoup trop de temps dans l'obscurité là-bas. Ce n'est juste pas sain pour un homme de ton âge. Ton père essaie juste de te pousser hors du nid. Tu devrais chercher un bon petit boulot tranquille en informatique quelque part. Peut-être réparer des ordinateurs pour une école locale. Laisse ton frère gérer le gros du travail pour l'héritage familial. » Ils étaient si parfaitement coordonnés dans leur cruauté. Une symphonie parfaitement synchronisée de manque de respect et de manipulation. J'ai de nouveau regardé l'acte de transfert de propriété que Arlon venait de signer. L'encre rouge de sa signature se détachait, nette et permanente, sur le papier blanc immaculé. Juste pour que nous soyons parfaitement clairs, ai-je dit, me penchant légèrement en avant, soutenant le regard froid de Arlon. En signant ce document, vous coupez officiellement les liens de propriété de l'entreprise avec l'entrepôt numéro 4 et tout ce qu'il contient. Vous déclarez, dans le registre légal, que vous considérez le contenu de ce sous-sol comme de la ferraille sans valeur, et que vous ne revendiquez rien de mes recherches. Arlon a claqué sa main sur la table, faisant dangereusement teinter les verres en cristal. Oui, bon sang, Everett. Es-tu incroyablement dense? Je vends tes ordures. L'entreprise ne veut absolument rien avoir à faire avec ton petit projet scientifique pathétique. C'est fini. Accepte-le et passe à autre chose. Il venait de céder légalement toute revendication sur cet espace. Il avait formellement, agressivement et légalement séparé mes recherches d'Ashford Industries, devant des témoins. J'ai pris une lente et profonde inspiration. L'air dans la pièce est soudainement devenu incroyablement léger. Les chaînes invisibles qui m'avaient retenu pendant 30 ans venaient de se briser. À ce moment précis, mon téléphone, posé face cachée sur ma cuisse, a commencé à vibrer. Ce n'était pas un doux bourdonnement. C'était une vibration frénétique, agressive et continue qui claquait fort contre ma jambe. J'avais configuré des alertes spécifiques de haute priorité pour rider mon courtier technologique désigné. La vibration s'est arrêtée pendant une fraction de seconde, puis a recommencé encore et encore. C'était un véritable tremblement de terre de notification. Je savais exactement ce que c'était. Aujourd'hui était le jour où Reed avait confirmé le dossier de priorité et les avis d'autorisation accélérés pour les 12 dépôts. Aujourd'hui était le jour où le monde voyait enfin ce qui était caché dans le sous-sol poussiéreux de l'entrepôt numéro 4. Je n'ai pas immédiatement cherché mon téléphone. Je l'ai laissé vibrer contre ma jambe, laissant l'anticipation monter dans ma poitrine, regardant tranquillement les 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à essayer de me réduire en poussière. Ils n'avaient aucune idée que le monde, en dehors de cette salle à manger, était en train de prendre feu. Si cette histoire vous touche particulièrement et que vous appréciez le voyage, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville ou de quel état vous regardez aujourd'hui. Chaque interaction aide davantage de personnes à découvrir des histoires de reprise de contrôle, tout comme celle-ci. J'ai déverrouillé l'écran, gardant mon visage parfaitement neutre, une compétence que j'avais maîtrisée après 3 décennies à survivre à cette famille. Le premier email était un envoi officiel crypté du Bureau fédéral des brevets. L'objet était écrit en lettres grasses et nettes. Il confirmait les avis d'autorisation accélérés sur les revendications principales, pour les 12 applications interconnectées de matériel quantique et algorithmique, avec les dossiers de priorité sécurisés sous mon nom individuel et ma société holding privée.
Il n'y avait aucune mention d'Ashford Industries nulle part dans le texte légal. La deuxième notification était un message texte sécurisé de mon courtier technologique indépendant, un homme qui traitait exclusivement des innovations de qualité militaire. Son message était court, haletant et complètement bouleversant. Il avait discrètement ouvert la guerre des enchères à une poignée sélectionnée de titans technologiques mondiaux et de contractants de la défense, il y a 30 minutes. Le texte disait « Google vient de vérifier les données de simulation. Ils ouvrent la mise aux enchères avec une offre aveugle de 5 milliards de dollars. Le département de la Défense a eu vent des capacités de rupture de chiffrement. Ils viennent de contourner les protocoles d'approvisionnement standard et ont placé une offre d'urgence de sécurité nationale. L'offre de départ est de 8 milliards et demi de dollars. Veuillez conseiller immédiatement sur la marche à suivre. 8 milliards et demi de dollars. J'ai fixé ce chiffre. Je l'ai laissé m'envahir. Ce n'était pas juste un chiffre. C'était une vindication absolue et indéniable. C'était une arme. Arlon a claqué son lourd verre de vin en cristal sur la table, visiblement irrité par le bourdonnement persistant de mon appareil. Il m'a foudroyé du regard, à travers l'étendue d'acajou. « Éteins ce téléphone bon marché, Everett » a-t-il claqué, sa voix dégoulinant de condescendance. « Nous discutons d'immobilier d'entreprise de plusieurs millions de dollars. Montre un respect élémentaire pour l'entreprise familiale ou quitte la table. » Je n'ai pas éteint le téléphone. Au lieu de cela, j'ai lentement repoussé ma chaise et je me suis levé. Le tissu bon marché de ma chemise grise s'accrochait à mes épaules. Un contraste saisissant avec les costumes sur mesure et les perles qui m'entouraient. J'ai regardé Arlon, puis Sterling, et enfin Marie. Il me regardait comme un nuisible. Il n'attendait qu'à m'exterminer. Je montre du respect pour les affaires, Arlon, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, déchirant l'air lourd de la pièce. Je suis juste en train de lire les valorisations boursières actuelles pour la ferraille que tu viens de me vendre en douce. Sterling a levé les yeux au ciel de façon dramatique et a laissé échapper un soupir fort et désagréable. Oh, s'il te plaît, arrête, Everett. Personne ne se soucie de ton projet scientifique imaginaire. Va juste ranger ton sous-sol et laisse les adultes s'occuper de l'avenir. J'ai complètement ignoré mon frère. J'ai gardé mes yeux fixés directement sur mon père. J'ai levé le téléphone, tenant l'écran lumineux dans la lumière tamisée du lustre. Le Bureau fédéral des brevets vient de confirmer l'autorisation accélérée des revendications principales, ai-je déclaré, prononçant clairement chaque syllabe avec une précision absolue. 12 demandes de brevets distinctes couvrent le premier cœur de traitement quantique stable à température ambiante au monde. Il est entièrement opérationnel. Il est autonome et la guerre des enchères initiales vient de s'ouvrir il y a 20 minutes. Arlon a ricané, croisant les bras sur sa poitrine. Conte de fées. Personne n'achète ta camelote de garage. Et même s'il le faisait, toute propriété intellectuelle que tu as développée appartient légalement à mon entreprise. J'ai pris une lente et délibérée inspiration. J'ai laissé le silence planer dans l'air pendant 3 secondes douloureuses avant de lâcher le coup près. Google a ouvert les enchères à 5 milliards de dollars, ai-je dit, ma voix résonnant sur le plafond voûté. Le département de la Défense des États-Unis vient de surenchérir. Ils offrent actuellement 8 milliards et demi de dollars. La réaction a été instantanée et violemment physique. Sterling, qui venait de prendre une gorgée de son Bordeaux millésimé, s'est violemment étouffé. Il a toussé, aspergeant de vin rouge la nappe blanche immaculée, son verre glissant de ses doigts parfaitement manucurés et se brisant en une douzaine de morceaux sur le sol en marbre. Marie a halté brusquement, ses mains volant à son collier de perles, ses yeux écarquillés d'un choc incompréhensible. Le visage de Arlon a subi une transformation terrifiante. Le rouge suffisant et arrogant de ses joues s'est instantanément estompé, le laissant ressembler à un fantôme pâle et maladif. Sa mâchoire s'est réellement décrochée. Il m'a fixé, ses yeux papillonnant frénétiquement, essayant de traiter l'ampleur du nombre que je venais de prononcer. « Oui quoi » a balbutié Arlon, sa voix soudainement faible, dépouillée de toute son autorité tonitruante habituelle. 8 milliards et demi de dollars, ai-je répété lentement. Et ce n'est que l'offre de départ. Demain matin, elle dépassera facilement les 10 milliards. J'ai lentement tourné l'écran de mon téléphone, le faisant pivoter pour que la lumière vive lui fasse face directement. La pièce était si incroyablement silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Et c'est là que je me suis préparé à leur montrer exactement ce qu'ils avaient jeté.
Arlon a fixé l'écran lumineux de mon téléphone depuis l'autre bout de la table. Pendant une seconde fugace, j'ai vu une cupidité nue et authentique prendre le dessus sur son choc. L'homme qui avait passé toute ma vie à me traiter de déception sans valeur me voyait soudain comme une immense chambre forte débordante. Ses instincts d'entreprise, la nature prédatrice qui avait fait de lui un PDG impitoyable, se sont mis en surmultiplication. Il s'est levé brusquement de sa chaise, lissant sa cravate, son visage se tordant en un sourire grotesque et forcé qui me donnait la nausée. « Eh bien » a soufflé Arlon, sa voix tremblant légèrement d'adrénaline. « Eh bien, Everett, il semble que j'ai sous-estimé ton petit projet. 8 milliards et demi. Bon Dieu. » Il a fait le tour de la table vers moi, tendant les mains comme un père fier, accueillant un fils prodigue. Cela change tout. Nous devons contacter le service juridique de l'entreprise tout de suite. Nous devons sécuriser les brevets d'Ashford Industries et bloquer la concurrence. Mon garçon, nous sommes incroyablement riches. Je n'ai pas reculé. Je l'ai juste regardé avec une pitié glaciale et absolue. Non, Arlon, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue d'émotion. C'est moi qui suis riche. Tu viens de vendre ta seule revendication sur le laboratoire pour $1 million à une ferraille. Arlon s'est figé sur place. Son faux sourire a disparu, remplacé par une moue sombre et furieuse. Ne sois pas idiot, Everett, a-t-il aboyé, retombant dans son ton dictatorial. Tu as construit cette machine sur ma propriété. Tu as utilisé mon électricité. En vertu du droit du travail standard, Ashford Industries possède chaque pièce de propriété intellectuelle que tu génères. Tu ne possèdes absolument rien. Sterling, appelle le service juridique. Sterling toussait toujours, essuyant du vin de son menton, l'air complètement perdu. Tu penses vraiment que je serais assez stupide pour te laisser me voler, ai-je demandé, plongeant la main dans la poche intérieure de ma veste bon marché. J'ai sorti un petit projecteur holographique de haute puissance que j'avais construit de toutes pièces. Je l'ai posé sur la table à manger et j'ai appuyé sur le bouton d'activation. Instantanément, une brillante maquette tridimensionnelle du cœur quantique s'est matérialisée au centre de la pièce, rougeoyant d'une douce lumière bleue pulsante. Elle a tourné lentement, affichant des millions de calculs microscopiques et de schémas structurels qui avaient des décennies d'avance sur la technologie humaine actuelle. La lumière bleue a baigné leur visage pâle et stupéfait. C'est le cœur, ai-je expliqué, en désignant l'hologramme. Il a la capacité de traitement de casser le chiffrement militaire mondial en 3 secondes. Il peut simuler le repliement des protéines pour la recherche sur le cancer en quelques minutes. C'est le plus grand bond technologique du siècle. Arlon a fixé l'hologramme, les yeux écarquillés d'un mélange de stupéfaction et de fureur absolue. Il appartient à l'entreprise, a-t-il rugi, frappant du poing sur la table. Il m'appartient, ai-je rétorqué, en sortant une épaisse pile de documents juridiques de ma veste et en les jetant sur la table. Ils ont atterri avec un bruit sourd, juste à côté de son acte de propriété signé. Regardez les dépôts, ai-je ordonné. Chaque composant, chaque fil, chaque ligne de code a été financé par un fonds fiduciaire aveugle privé et indépendant, laissé par grand-père Franklin. J'ai utilisé des sociétés écrans offshore. J'ai utilisé des comptes bancaires privés. Je n'ai jamais touché un seul centime de votre argent. Je n'ai jamais utilisé vos serveurs d'entreprise. Et quant à la propriété, ai-je dit, en désignant l'acte qu'il venait de signer il y a 10 minutes, vous venez de déclarer légalement, par écrit, que le contenu de ce sous-sol est de la ferraille sans valeur que vous ne possédez pas. Vous avez agressivement coupé vos propres liens légaux avec mon laboratoire. Vous m'avez remis la défense ultime. Arlon a baissé les yeux sur les documents. Il a vu le nom du fonds fiduciaire de son père. Il a vu les numéros d'enregistrement indépendants. Il a réalisé en temps réel qu'il n'avait absolument aucun levier légal. Sa poitrine s'est soulevée alors que la panique s'installait enfin. Marie s'est levée, sa voix tremblante. Everett, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous pouvons partager cela. Ton frère a besoin de financement pour son projet d'IA. Nous pouvons bâtir une dynastie ensemble. J'ai regardé ma mère. La femme qui avait regardé Sterling briser le robot de mon enfance et m'en avait blâmé. Sterling n'a pas de projet d'IA, ai-je dit froidement. Il a une arnaque marketing, et la dynastie que vous avez bâtie est en train de brûler. Le visage de Arlon a pris une dangereuse teinte violette. Espèce de petit parasite ingrat, a-t-il crié, perdant toute sa contenance polie.
Je suis le PDG de cette entreprise. J'ai les meilleurs avocats d'entreprise du pays en permanence. Je vais t'enterrer sous les litiges. Je vais bloquer ces brevets devant les tribunaux fédéraux pendant 20 ans, jusqu'à ce que tu sois en faillite et que tu me supplies pour un emploi. Tu ne peux pas me vaincre. J'ai juste souri. C'était un sourire froid et terrifiant. Tu as raison, Arlon, ai-je dit doucement. Tu es le PDG, ce qui est exactement la raison pour laquelle tu viens de perdre l'entreprise. J'ai plongé la main dans ma poche et j'ai appuyé sur un seul bouton de mon téléphone. Les portes d'entrée du manoir ont retenti bruyamment. C'était l'heure du dernier acte. Les lourdes portes en chêne de la salle à manger se sont ouvertes avec un grincement dramatique. Reed, mon avocat et le seul véritable ami que j'avais, est entré dans la pièce. Il portait un costume bleu marine taillé avec élégance et une mallette en cuir lisse. Il n'avait pas l'air intimidé par l'opulence du manoir ou le regard furieux d'un PDG milliardaire. Il ressemblait à un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. « Bonsoir à tous », a dit Reed, sa voix douce et incroyablement professionnelle. « Je m'excuse d'interrompre le dîner du dimanche, mais nous avons des affaires d'entreprise urgentes à conclure. » Arlon vibrait pratiquement de rage. « Qui diable êtes-vous » a-t-il exigé. « Sécurité. Faites sortir cet intrus de ma maison. Je suis Reed, associé principal chez Mercer & Voss Legal. Et j'agis en tant que conseiller juridique principal pour le nouvel actionnaire majoritaire d'Ashford Industries, a répondu Reed calmement. Il s'est approché de la table à manger, a ouvert sa mallette et en a sorti un classeur massif et familier. C'était le contrat de restructuration d'entreprise que Arlon avait signé 6 mois plus tôt. Arlon a regardé le classeur, puis moi, une confusion totale masquant sa colère. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je suis l'actionnaire majoritaire. Je possède 55% des actions votantes. Plus maintenant, ai-je dit, reculant pour laisser Reed prendre la parole. La procuration conditionnelle a été activée. Je contrôle maintenant les votes nécessaires pour convoquer une réunion extraordinaire du Conseil. Reed a ouvert le lourd classeur, se tournant précisément à la page 47. Il a lissé le papier et a regardé Arlon directement. Il y a 6 mois, monsieur, vous avez signé un amendement juridiquement contraignant à la charte d'entreprise concernant le transfert de propriété intellectuelle. Reed a commencé à lire le texte avec une précision chirurgicale. Vous avez exigé des clauses en béton armé. Mon client Everett les a fournies. Cependant, vous n'avez pas lu le paragraphe 3 de la page 47. Reed s'est éclairci la gorge et a lu la clause exacte à voix haute. Sa voix a résonné dans la pièce silencieuse. Dans l'éventualité où le directeur général tenterait d'exproprier intentionnellement, d'acquérir de force ou de vendre illégalement la propriété intellectuelle financée de manière privée appartenant à un membre direct de la famille. La procuration de vote conditionnel et l'instrument de transfert d'actions détenues en séquestre deviendront exerçables. Des vérifications de la violation, la victime contrôlera 51% des actions de vote exécutives, sous réserve de la ratification formelle et des dépôts requis. Marie a haleté, ses mains volant à sa bouche. Sterling a juste regardé, la bouche ouverte comme un poisson mourant. Le visage de Arlon s'est vidé de toute couleur. Il a regardé l'acte de propriété qu'il avait signé ce soir, vendant mon laboratoire. Puis il a regardé le contrat d'il y a 6 mois. La terrifiante réalité de sa propre arrogance s'écroulait sur lui. C'est illégal, a balbutié Arlon, trébuchant en arrière jusqu'à ce qu'il heurte le bord d'un buffet en acajou. C'est un piège prédateur. Aucun tribunal ne le confirmera. En fait, c'est une défense de changement de contrôle contractuel liée à une procuration de vote en séquestre, a corrigé Reed calmement. Vous avez ordonné à Everett de préparer l'amendement. Vous l'avez signé volontairement, et les documents de séquestre ont été exécutés avec. Ce soir, lorsque vous avez signé l'acte de vente de sa facility de recherche financée indépendamment, vous avez déclenché la condition de violation. Le transfert du contrôle des votes est en cours de traitement, et le Conseil ratifiera le changement de direction lors de la réunion d'urgence demain matin. Juste à ce moment-là, le téléphone portable de Arlon, posé sur la table, a commencé à sonner. Ce n'était pas un appel standard. C'était la sonnerie d'urgence qu'il réservait à son directeur financier. Arlon y a répondu d'une main tremblante, le mettant sur haut-parleur dans sa panique. Arlon. La voix du directeur financier a retenti dans le haut-parleur, semblant absolument frénétique. Qu'est-ce qui se passe, bon sang?
Notre agent de transfert vient de recevoir un avis indiquant que la procuration de vote conditionnel a été exercée. 51% du pouvoir de vote exécutif est maintenant contrôlé par une société holding indépendante, en attendant la ratification du Conseil. La Security and Exchange Commission demande déjà le dépôt du changement de contrôle. Arlon ne pouvait pas parler. Il m'a juste regardé, les yeux écarquillés d'une terreur absolue. L'homme qui m'avait terrorisé pendant 30 ans était enfin complètement impuissant. Dites à la Security and Exchange Commission qu'un dépôt de changement de contrôle est en préparation, ai-je dit fort, m'assurant que le directeur financier puisse m'entendre via le téléphone. Et dites au conseil que je serai au bureau à 8 heures demain matin pour le vote d'urgence. Reed s'est penché et a mis fin à l'appel sur le téléphone de Arlon. Je me suis approché de la table et j'ai ramassé l'acte de propriété que Arlon avait signé, le pliant soigneusement et le plaçant dans ma poche. Vous avez passé toute ma vie à me traiter comme une ordure, ai-je dit, regardant mon père, ma mère et mon frère. Vous pensiez pouvoir simplement m'écraser et que je vous en remercierais. Mais vous avez oublié une règle simple des affaires, Arlon, ne signez jamais un contrat que vous n'avez pas lu. J'ai boutonné ma veste bon marché et me suis tourné vers la porte. Bon dîner. Sterling, je te suggère de vider ton bureau ce soir, car demain matin, je viens chercher le reste des ordures. Merci beaucoup de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage intense. Si vous lisez encore, laissez un commentaire ci-dessous avec les mots « toujours là ». C'est un petit badge d'honneur montrant que vous avez survécu au chaos, et je promets d'aimer personnellement et de répondre à chaque commentaire contenant cette phrase. Le lendemain matin, l'atmosphère au dernier étage du siège d'Ashford Industries était absolument électrique de panique. Des rumeurs s'étaient répandues dans le bâtiment comme une traînée de poudre. Les échanges d'actions avaient été interrompus avant même l'ouverture, en raison du déplacement massif et sans précédent des capitaux propres des dirigeants. Je suis sorti de l'ascenseur privé à exactement 8 heures. Je ne portais plus ma chemise grise bon marché. Je portais un costume anthracite foncé parfaitement taillé, payé par la première fraction des actifs liquides restants de mon fonds fiduciaire. Reed marchait à ma droite, portant 2 lourdes mallettes. À ma gauche marchait la Dr Voss, la brillante chercheuse en IA que Sterling avait ruinée. Elle avait l'air nerveuse, mais il y avait un feu ardent et féroce dans ses yeux. Nous avons contourné les réceptionnistes frénétiques et sommes entrés directement dans la principale salle de réunion exécutive. La pièce était dans le chaos total. Les 12 membres du conseil d'administration se criaient dessus. Arlon se tenait à l'extrémité de la longue table en verre, transpirant abondamment, l'air plus vieux et plus fragile que je ne l'avais jamais vu. Sterling faisait les 100 pas près de la fenêtre, tapant frénétiquement sur son téléphone, ressemblant à un rat piégé. Cette réunion est fermée, a hurlé Arlon alors que je franchissais les doubles portes. Sécurité. Faites sortir ces gens immédiatement. 2 grands gardes de sécurité se sont avancés, mais j'ai simplement levé la main. Reculez, ai-je ordonné. Ma voix n'a pas tremblé. Elle portait l'autorité absolue d'un homme qui contrôlait 51% du pouvoir de vote exécutif. Les gardes ont regardé Arlon, ont regardé ma confiance suprême et se sont sagement retirés vers les murs. Je me suis dirigé directement vers le bout de la table. Arlon a refusé de bouger, essayant d'utiliser sa présence physique pour m'intimider une dernière fois. Je n'ai pas cligné des yeux. Je l'ai juste fixé jusqu'à ce qu'il rompe finalement le contact visuel et fasse un pas en arrière, abandonnant le siège du pouvoir. Passons directement aux affaires, ai-je dit, plaçant mes mains sur le verre froid de la table et regardant les membres terrifiés du conseil. Depuis hier soir, je contrôle 51% du pouvoir de vote exécutif en vertu de la procuration activée. Je lance le vote maintenant, révoquer le directeur général actuel pour motif légitime et nommer un directeur général par intérim jusqu'à ce que le conseil termine son examen formel. L'indignation a éclaté chez quelques-uns des anciens loyalistes de Arlon. Vous ne pouvez pas faire ça, a crié l'un d'eux. C'est une prise de contrôle hostile. C'est illégal. C'est entièrement légal, est intervenu Reed, en laissant tomber une pile de documents sur la table. Le transfert a été exécuté en vertu d'une clause signée par Arlon lui-même. Mais si vous voulez parler d'activités illégales, discutons du directeur des projets spéciaux. J'ai fait un signe de tête à la docteure Aeravos. Elle s'est avancée, le menton haut, et a branché une clé USB dans le projecteur de la salle de réunion. Les écrans massifs sur le mur se sont allumés. Au cours des 5 dernières années, ai-je annoncé, ma voix coupant les murmures,
Sterling a dirigé un projet appelé Multiverse AI. Il a détourné plus de 30 millions de dollars de fonds d'entreprise vers ce département. L'écran affichait un réseau complexe de comptes bancaires offshore, de fausses factures de fournisseurs et de faux rapports de dépenses. Il n'y a pas d'IA, a clairement déclaré la Dr Voss, regardant directement les membres du conseil. Sterling a utilisé des fonds d'entreprise pour payer des employés fantômes, acheminant l'argent vers des comptes fictifs privés aux îles Caïmans. De plus, chaque pièce de recherche légitime qu'il a jamais présentée à ce conseil a été volée directement à des ingénieurs juniors, y compris moi-même. Il a licencié quiconque tentait de le dénoncer. Sterling a cessé de faire les 100 pas. Son visage est devenu complètement blanc. C'est un mensonge, a-t-il hurlé, sa voix se brisant hystériquement. C'est une ancienne employée mécontente. Everett a fabriqué ces documents. Nous avons les journaux IP, le code original horodaté. Et les reçus de virements bancaires, a dit Reed froidement, tapotant les documents. Le dossier médico-légal est complet. Il a été conservé pour être transmis aux enquêteurs fédéraux sur la criminalité financière et peut être livré avec une chaîne de possession complète dès aujourd'hui. Les genoux de Sterling ont littéralement flanché. Il s'est effondré dans un fauteuil en cuir, enfouissant son visage dans ses mains, laissant échapper un sanglot pathétique et aigu. L'enfant prodige était enfin démasqué comme n'étant rien de plus qu'un voleur ordinaire. J'ai reporté mon attention sur mon père. Il fixait les écrans, complètement vaincu. Il savait que les preuves étaient réelles. Il savait que son héritage était complètement détruit. Tu as deux choix, Arlon, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Premier choix, tu te bats contre le conseil, tu forces une bataille médico-légale publique et tu fais en sorte que chaque transaction fasse partie du dossier, pendant que les régulateurs et les enquêteurs fédéraux examinent ce qui s'est passé sous ta direction. Arlon a dégluti difficilement, une goutte de sueur coulant sur sa tempe. Et deuxième choix, tu signes une lettre de démission permanente tout de suite. J'exige que tu cèdes suffisamment de tes actions restantes au trésor de l'entreprise pour garantir la restitution des pertes liées au département de Sterling. Tu sors de ce bâtiment et tu ne reviens jamais. L'entreprise poursuivra le recouvrement par des voies civiles documentées et coopérera avec tout ce que les autorités décideront de faire des preuves. Ce n'était pas de la pitié. C'était une exécution. Arlon a regardé son fils en pleurs. Il a regardé les membres du conseil qui le fixaient maintenant avec un dégoût absolu. Il ne lui restait plus d'alliés. Lentement, les mains tremblantes, Arlon a tendu la main vers le stylo que Reed lui offrait. Il a signé sa démission, mettant effectivement fin à son règne de terreur. J'ai regardé les gardes de sécurité. Veuillez escorter l'ancien PDG et l'ancien directeur des projets spéciaux hors du bâtiment. Ne les laissez rien prendre d'autre que leur manteau. Alors qu'il traînait un Sterling en sanglots hors de la porte, Arlon s'est arrêté et m'a regardé. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux, seulement un ressentiment amer. Je m'en fichais. Je lui ai tourné le dos et j'ai regardé le conseil. Maintenant, ai-je dit, en faisant apparaître l'hologramme de mon cœur quantique. Laissez-moi vous montrer comment nous allons changer le monde. La transition du pouvoir a été brutale, efficace et incroyablement réussie. En l'espace de 3 jours après avoir pris le contrôle, j'avais complètement démantelé la suite exécutive toxique. J'ai licencié chaque manager qui avait jamais permis le vol de Sterling ou l'intimidation de Arlon. J'ai promu des ingénieurs brillants et travailleurs à des postes de direction, plaçant la Dr Voss directement à la tête de la division IA légitime nouvellement formée. Lorsque la nouvelle de mes 12 dépôts de brevets quantiques et des revendications principales autorisées a officiellement atteint les marchés publics, parallèlement à l'annonce de la restructuration d'entreprise, le monde financier a pratiquement explosé. Le cours de l'action d'Ashford Industries a bondi de 3 cents pour cent un seul après-midi. L'entreprise n'était plus un dinosaure mourant. Elle était soudainement la firme technologique la plus précieuse de la planète. J'ai emménagé dans l'ancien bureau d'angle de Arlon, au dernier étage. J'ai fait jeter tous ces meubles anciens coûteux et tapes à accent grave-l'œil, et les ai remplacés par des bureaux propres, fonctionnels, minimalistes et d'énormes comptoirs blancs. C'était un vendredi après-midi, une semaine après le massacre de la salle de réunion. J'étais debout près des baies vitrées, contemplant la ville tentaculaire et examinant un contrat du département de la Défense. L'interphone de mon bureau a bourdonné. « Monsieur le PDG », a dit ma nouvelle assistante avec hésitation, « votre mère est ici dans le hall. Elle n'a pas de rendez-vous, mais elle insiste pour vous voir. Elle dit que c'est une urgence familiale. »
J'ai fermé les yeux un bref instant, me préparant mentalement. Je savais que cela allait arriver. Faites-la monter, ai-je répondu. Quelques minutes plus tard, les lourdes portes vitrées de mon bureau se sont ouvertes. Marie est entrée. La transformation était saisissante. La femme du monde arrogante et parfaitement posée avait disparu. Elle portait une robe simple et discrète, sans perles, et son maquillage était légèrement estompé. Elle avait l'air incroyablement fatiguée, tenant une petite pochette de créateur avec une tension aux jointures blanches. Elle s'est arrêtée au milieu de la pièce, regardant autour d'elle les changements drastiques que j'avais apportés au bureau, ses yeux se posant finalement sur moi. « Everett » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblant d'une émotion fabriquée. Elle a fait un pas en avant, tendant une main. « Mon beau garçon, regarde ce que tu as accompli. » Je n'ai pas bougé de la fenêtre. Je ne lui ai pas offert de siège. Je l'ai juste regardé avec un mur de glace pure et impénétrable. « Pourquoi es-tu ici, Marie ?» Elle a tressailli au son de son prénom. Des larmes ont immédiatement monté à ses yeux, coulant parfaitement sur ses joues, à la demande. « S'il te plaît, Everett, tu dois arrêter ça. Tu dois montrer un peu de pitié. Ton père est un homme brisé. Il n'a pas quitté son bureau depuis 5 jours. La banque menace de saisir le manoir parce que ses actifs sont gelés. Et Sterling, a-t-elle laissé échapper un sanglot dramatique. Sterling est terrifié. Il a besoin d'aide psychiatrique, pas d'un tribunal d'entreprise. Je me suis dirigé vers mon bureau et je me suis appuyé dessus, croisant les bras. Sterling a besoin d'une cellule de prison, et les preuves contre lui sont conservées pour les autorités. Et Arlon est exactement là où il doit être, dans l'obscurité. Marie s'est précipitée en avant, agrippant le bord de mon bureau, son visage tordu de désespoir. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevé. Tu ne peux pas simplement nous jeter pour de l'argent idiot. Tu as des milliards maintenant, Everett. Rembourse juste les dettes de Sterling. Donne à ton père un rôle de consultant. Laisse-nous garder la maison, s'il te plaît. Je suis ta mère. J'ai regardé la femme qui m'avait donné naissance et je n'ai absolument rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, juste un vide clinique profond. Tu ne m'as pas élevé, ai-je dit, ma voix étrangement calme et silencieuse. Tu m'as activement regardé saigner pendant 30 ans et tu t'es plainte que le sang tachait ton tapis. Quand Sterling a brisé mon travail, tu l'as réconforté. Quand Arlon m'a forcé dans un sous-sol humide, tu m'as dit d'être reconnaissant. Quand ils ont essayé de vendre le travail de ma vie à une ferraille, tu m'as dit de prendre un poste en informatique. J'essayais juste de maintenir la paix, a-t-elle pleuré, en s'essuyant le visage. Je ne comprenais pas la science. Je ne savais pas que tu construisais quelque chose d'aussi précieux. Et c'est tout le problème, ai-je rétorqué, ma voix montant finalement avec une acuité tranchante comme un rasoir. Tu ne te souciais pas de moi quand j'étais juste un gars dans un sous-sol. Tu ne t'en soucies que maintenant parce que je suis assis sur 8,5 milliards de dollars. Tu ne pleures pas parce que tu as perdu un fils. Tu pleures parce que tu as perdu ton manoir et ton adhésion au club de golf. Marie s'est figée. Les fausses larmes ont cessé instantanément. Pendant une fraction de seconde, le masque est tombé et j'ai vu la femme froide et calculatrice en dessous. Elle a réalisé qu'elle n'avait aucun levier. Sa manipulation émotionnelle, la seule arme qu'elle avait jamais possédée, était complètement inutile contre moi. Tu es un monstre, a-t-elle sifflé, son ton passant de désespéré à venimeux. Tu es froid et tu es impitoyable, et tu vas mourir entièrement seul. Je préférerais mourir seul, ai-je répondu doucement, en retournant à la fenêtre, que de passer une seconde de plus entouré de parasites. Sors de mon bâtiment, Marie. Si jamais tu me contactes à nouveau, je divulguerai les dossiers de détournement de fonds au FBI et j'enverrai ton fils préféré en prison fédérale. Sommes-nous parfaitement clairs? Elle est restée là un long moment, tremblant de rage contenue. Puis, sans un mot de plus, elle a tourné les talons et est sortie, la lourde porte vitrée se refermant fermement derrière elle. Je suis resté debout près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'allumer. Le silence dans le bureau n'était plus oppressant. Il était paisible. J'avais finalement complètement coupé l'infection de ma vie. 1 an plus tard, le monde était complètement différent. Je me tenais au centre du campus d'entreprise nouvellement rénové.
J'avais officiellement changé le nom de l'entreprise d'Ashford Industries à Franklin Quantum, honorant le seul homme de ma lignée qui avait vraiment compris la valeur de la création. La valorisation de l'entreprise ne s'était pas seulement stabilisée, elle avait explosé. Avec les contrats militaires sécurisés et l'expansion agressive dans la technologie médicale commerciale, Franklin Quantum était maintenant évalué indépendamment à plus de 200 milliards de dollars. Mais l'argent ne m'importait pas. Il n'a jamais vraiment importé. Ce qui importait, c'étaient les données défilant actuellement sur les moniteurs massifs du laboratoire de recherche principal. La docteure Aeravos se tenait à côté de moi, vêtue d'une blouse de laboratoire blanche impeccable, son visage rayonnant d'une fierté authentique. Nous regardions les résultats en direct d'un essai clinique. Utilisant la puissance de traitement de mes cœurs quantiques, son équipe d'IA avait modélisé et décodé avec succès les structures protéiques d'une forme de leucémie très agressive, auparavant incurable. La simulation est terminée. Everett, a dit la docteure Voss, sa voix remplie d'admiration. Nous ne l'avons pas seulement cartographié. Nous avons trouvé le composé synthétique exact nécessaire pour briser la paroi cellulaire du cancer. Nous venons de réduire un cycle de recherche pharmaceutique de 20 ans à 45 minutes. Nous allons sauver des milliers de vies cette année. J'ai regardé les formes géométriques complexes qui tournaient sur l'écran. Envoyez immédiatement les données aux hôpitaux de recherche en oncologie, ai-je instruit. Ouvrez la source du mécanisme de livraison. Nous n'avons pas besoin de breveter le remède. Nous avons juste besoin de fournir le moteur. Elle a souri chaleureusement et a hoché la tête, se retournant vers son équipe pour donner les ordres. J'ai quitté le laboratoire animé et lumineux et j'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au tout dernier étage de l'installation. J'ai traversé un ensemble de lourdes portes blindées sécurisées et je suis entré dans une pièce qui semblait totalement hors de propos dans un siège social d'une valeur de 200 milliards de dollars. C'était le sous-sol original de l'entrepôt numéro 4. Lorsque nous avons démoli l'ancien parc industriel pour construire le nouveau campus, j'ai fait en sorte que l'équipe d'architectes préserve parfaitement cette pièce exacte. Je l'ai fait encadrer de verres renforcés et de contrôle climatique. Le sol en béton était toujours taché. L'ampoule fluorescente vacillante était toujours suspendue au plafond, et posée sur une table pliante en métal bon marché, au centre de la pièce, se trouvait mon fer à souder original et abîmé. Je suis entré dans la pièce préservée et j'ai posé ma main sur le métal froid de la table. Elle sentait légèrement l'ozone et la vieille poussière. Cette pièce était mon musée. Pas un musée de la douleur comme celui que ma famille avait bâti pour moi, mais un musée de l'endurance. J'ai pensé à Arlon. La dernière fois que j'ai entendu parler, la banque avait saisi le manoir. Il vivait dans un petit appartement loué, noyé sous les procès civils d'anciens investisseurs en colère qui avaient finalement réalisé à quel point il avait mal géré leurs fonds. Sterling avait conclu un accord de plaidoyer fédéral, avait confisqué les actifs retracés au compte fictif et purgeait sa peine, tandis que les restitutions et les pénalités fiscales continuaient de s'accumuler. Marie avait divorcé de Arlon et tentait désespérément de s'accrocher aux franges de la haute société. Entièrement coupés du puits d'argent sans fin qu'elle contrôlait autrefois. Ils étaient partis, effacés de ma vie comme une mauvaise ligne de code. J'ai ramassé le vieux fer à souder. Sentant son poids lourd et familier dans ma main cicatrisée, j'ai alors réalisé ce que grand-père Franklin voulait dire quand il m'avait donné cette clé il y a 10 ans. Il savait que le monde est incroyablement bruyant. Il est plein de gens arrogants qui portent des costumes coûteux, vous crient dessus lors des réunions et essaient de vous convaincre que votre dévouement silencieux est en fait une faiblesse. Ils essaient de vous enfermer dans l'obscurité parce qu'ils sont absolument terrifiés par la lumière que vous pouvez créer. Mais l'obscurité n'est pas une tombe si vous savez comment allumer un feu. Les années que j'ai passées dans ce sous-sol, ignorées, moquées et marginalisées, ne m'ont pas détruit. Elles m'ont forgé. Le silence m'a appris la patience. L'obscurité m'a appris la concentration extrême. Quand vous êtes l'enfant invisible, vous avez un avantage massif. Personne ne vous voit venir avant qu'il ne soit trop tard pour vous arrêter. J'ai reposé le fer à souder sur la table, j'ai éteint la lumière vacillante et je suis sorti du sous-sol, verrouillant les lourdes portes derrière moi. Je suis retourné dans les couloirs lumineux et bourdonnants de mon entreprise, prêt à construire l'avenir. Beaucoup de gens m'ont dit que j'étais bien trop impitoyable, que j'avais détruit ma propre famille et que j'aurais dû leur donner une seconde chance avec la richesse que j'avais générée. Mais je crois qu'on ne peut pas guérir une infection en la nourrissant. Pensez-vous que ma vengeance est allée trop loin ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient? J'aimerais beaucoup entendre vos expériences personnelles avec les dynamiques familiales toxiques.
Laissez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé de la force dans cette histoire, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour plus d'histoires de force tranquille et de justice absolue. Continuez à construire votre feu dans l'obscurité et je vous verrai dans la prochaine vidéo.